Le réfectoire de Fort Caldwell tomba dans un silence de mort au moment précis où sa main frappa le visage de la femme. Pas ce silence respectueux qui s'installe lors d'un discours, non, plutôt celui qui précède quelque chose d'irréparable. 200 soldats figés, fourchettes en l'air, bouches ouvertes. La claque résonna contre les murs de parpaing comme un coup de feu, nette et sèche. Le capitaine Dominique Reyes se tenait là, poitrine gonflée, veine saillante sur le cou, sa paume encore levée comme une menace. 20 ans de service lui avaient appris que le volume valait l'autorité, que la peur ressemblait au respect si l'on n'y regardait pas de trop près. La femme, elle, n'avait pas bronché. Pas un pas en arrière, pas une larme, pas même un battement de cils. Elle le regarda, calme, presque détaché, comme quelqu'un qui connaît déjà le dénouement d'un film qu'il a déjà vu. « Vous n'avez pas votre place ici », siffla-t-il, la salive aux lèvres. Pas d'insigne, pas de salut, pas le moindre respect pour ce que représente cet uniforme. Elle s'essuya délicatement le coin de la bouche du bout des doigts. « Ce ne sera pas nécessaire, mon capitaine. » Puis elle se retourna et marcha vers la sortie, ses bottes battant le linoléum d'un rythme régulier, inexorable. Aucun théâtre, aucune larme. Juste une femme qui traversait une pièce. La porte se referma derrière elle. Le réfectoire explosa en murmures de fébrile. Reyes demeura au centre de ce chaos contenu, cherchant à reprendre son souffle, tentant d'afficher l'assurance d'un homme qui vient de remettre quelqu'un à sa place. Mais sa main tremblait, juste un peu, imperceptiblement. Le sergent-major Carlos Mendez, installé 3 tables plus loin, remarqua ce tremblement. 26 ans de service, 3 déploiements en zone de combat, plus de décorations qu'il n'en voulait. Il avait croisé des officiers dans le genre de Reyes toute sa carrière, ceux qui confondaient volume et autorité, crainte et respect. Et il avait également croisé des gens comme cette femme, ceux qui n'ont plus rien à prouver parce qu'ils ont depuis longtemps tout prouvé. Mendez posa son plateau et se dirigea vers la sortie. Le capitaine, lui, parlait encore fort pour la galerie. Certains se croient au-dessus des règles. Aucune discipline, aucune structure. Cette base m'appartient et elle me répondra. Quelques jeunes soldats hochèrent la tête avec l'empressement de ceux qui n'ont pas encore compris ce que signifie vraiment obéir. Les vétérans, eux, terminaient leur repas en silence et quittaient les lieux un à un. Dehors, l'air d'octobre mordait. Fort Caldwell s'étirait sur le désert du Nevada comme une cicatrice sur un paysage aride, loin de tout, loin de Washington. Exactement le genre d'endroit où les carrières finissaient tranquillement sans déranger personne. Mendez trouva la femme près de la clôture du périmètre. Elle regardait la piste d'atterrissage, les mains dans les poches, un C-130 qui roulait vers son envol dans le lointain. Pas d'insigne, pas de nom sur l'uniforme, rien que des tenues standards qui semblèrent d'être sorties d'un casier ce matin-là. Ses bottes étaient raflées, mais bien entretenues, des cheveux grisonnants tirés en chignon serré. La quarantaine avançait, peut-être plus. Difficile à dire avec les gens qui ont passé leur vie sous l'uniforme. Ils vieillissent autrement, dans les yeux plutôt que sur la peau. « Vous allez bien ?» demanda-t-il en s'arrêtant à distance respectueuse. Elle ne se retourna pas. « Très bien. » C'était une scène extraordinaire là-dedans. Prévisible. Mendez l'observa un moment, le profil anguleux, le visage sans expression, les yeux qui suivaient à l'avion, avec la concentration de quelqu'un entraîné à ne rien manquer. « Vous allez le signaler ? Je n'en ai pas besoin. Il vous a frappé devant 200 témoins. C'est une agression, de nature à briser une carrière. » Elle se tourna enfin vers lui. Quelque chose traversa ses yeux calmes, ni colère ni peur, plutôt quelque chose de plus froid, de plus patient. « Je sais, dit-elle simplement, cela suit son cours, sergent-major. » Mendez cligna des yeux. Elle connaissait son grade. Il ne s'était pas présenté, n'avait pas mentionné son rang, et elle n'avait pas regardé son uniforme une seule fois depuis qu'il s'était approché. « Qui êtes-vous » demanda-t-il à voix basse. Elle sourit. Une brève inflexion au coin des lèvres. Quelqu'un qui n'a pas à se justifier devant le capitaine Reyes. Elle s'éloigna, ses semelles crissant sur le gravier, aussi tranquille qu'un dimanche matin. Mendez resta là, le cœur battant pour des raisons qu'il n'aurait su nommer. 26 ans lui avaient appris à reconnaître une tempête qui se prépare, cette tension dans l'air avant l'éclair, ce silence que les animaux savent interpréter avant le séisme. Et cette femme ne fuyait pas la tempête. Elle en était l'œil.
Les rumeurs se répandirent à travers Fort Caldwell avec la rapidité d'un feu de broussailles en été. Dans les garages, derrière les baraques, au fond des salles de stockage, partout où 2 soldats pouvaient se retrouver sans être entendus, les hypothèses fusaient. Elle est de la CIA. Vous avez vu comment elle bougeait? Les agents ont ce truc dans la façon de se tenir. N'importe quoi. Bureau du renseignement de la défense. Mon gars aux communications dit qu'elle posait des questions très précises sur les registres d'inventaire. J'ai entendu qu'elle venait de l'inspecteur général. Ils envoient des gens en civil pour attraper les corrompus. Le soldat de première classe, Eddie Ruiz, au dépôt de carburant, avait sa propre théorie. Peut-être qu'elle n'est personne, peut-être que Reyes a simplement pété les plombs devant une contractuelle lambda et que tout le monde panique pour rien. Son superviseur, un sergent-chef au visage tanné par 20 ans de base militaire, secoua la tête. Les contractuels lambda pleurent ou appellent leurs avocats. Elle ne regarde pas un officier comme si elle cochait des cases sur une liste, et elle ne sourit pas en partant. Quel genre de liste? Celle qui se termine avec des gens en menottes. Ruiz garda le silence, pensant à la dernière fois qu'il avait vu Reyes exploser, 3 semaines plus tôt, hurlant contre une équipe de maintenance parce qu'un véhicule n'était pas prêt dans les délais. Le chef d'équipe avait déposé une plainte officielle. Elle n'avait mené nulle part. 2 jours plus tard, l'homme était affecté à chaque corvée imaginable sur la base. Latrine, ramassage des ordures, garde de nuit partant de gel. Le message était limpide. Mais peut-être que les choses avaient changé. À l'administration, la soldate Layla Simmons fixait son écran d'ordinateur comme s'il venait de se mettre à parler. On lui avait confié la constitution du dossier hebdomadaire de commandement, une tâche routinière qu'elle accomplissait depuis 2 ans. Elle tapait des noms, tirait des fichiers, alimentait une liasse de documents que personne ne lirait vraiment. Rien d'exceptionnel. Sauf que cette fois, en entrant le nom de la femme, Diana Marsh, le système ne lui avait pas simplement refusé l'accès. Il l'avait verrouillé complètement. Un bandeau rouge avait envahi l'écran, classifié. Niveau d'habilitation insuffisant. Tentative d'accès enregistrée. Simmons sentit son estomac se nouer. Elle avait les autorisations pour consulter les dossiers de tout le monde sur la base, colonels, généraux en visite, jusqu'à l'assistant d'un sénateur qui était passé l'année précédente pour une inspection. Personne n'avait jamais été bloqué comme ça. Et pire, le système avait journalisé sa tentative. Quelque part, quelqu'un savait qu'elle avait essayé de regarder. Elle décrocha le téléphone en tremblant et appela le service informatique. « J'ai un blocage de niveau que je n'ai jamais vu. Dossier au nom de Marsh. Diana Marsh. » Silence. Un silence si long qu'elle crut la ligne coupée. « Vous appelez d'où » demanda finalement la voix, posée, choisissant chaque mot avec soin. « Administration, bâtiment C, 2e étage. Restez là. Ne touchez plus à rien. Ne tentez pas d'accéder à ce dossier à nouveau. » La communication fut coupée. 5 minutes plus tard, 2 agents entrèrent par la porte principale. Pas les policiers militaires habituels, à la posture décontractée. Ceux-là portaient des uniformes différents, des badges fédéraux accrochés à la ceinture, des écouteurs spiralés remontant vers des radios invisibles. Ils se déplacèrent avec l'efficacité tranquille de gens qui n'ont jamais à se presser pour se faire obéir. Soldat Simmons. Elle se leva si vite que sa chaise racla le sol. « Accompagnez-nous, s'il vous plaît. Rien de formel. Quelques questions seulement. » Mais la façon dont il l'encadrait en marchant, dont son supérieur ouvrit la bouche puis la referma sans rien dire, dont chaque tête se tourna sur leur passage, tout cela criait qu'elle était effectivement dans une forme de trouble. 2 étages plus bas, dans une salle de conférence sans fenêtre avec une table, 3 chaises et un enregistreur posé en son centre comme une accusation, l'un des agents lui désigna un siège. « Racontez-nous tout ce que vous savez sur la femme que vous avez cherché à identifier. Tout ce que vous avez vu, entendu, ou ce qu'on vous a dit. Je ne la connais pas. Je ne l'ai même jamais rencontrée. On m'a simplement demandé de constituer le dossier habituel. Qui vous l'a demandé? Le capitaine Reyes, ce matin, par écrit. Un regard échangé entre les 2 agents. Des notes prises. Il vous a dit autre chose sur elle? Décrit son apparence? Expliqué sa présence ici? Non, juste son nom. Il semblait irrité, mais il l'est toujours. Ils la laissèrent repartir avec des instructions précises. Reprendre son travail normalement, ne mentionner cette conversation à personne, ne plus tenter d'accéder au dossier Marsh, et surtout ne pas en parler au capitaine Reyes.
Si quelqu'un lui demandait où elle avait été, elle avait reçu un appel d'urgence familiale. C'est tout. De retour à son bureau, Simone se glissa dans son fauteuil et fit semblant de travailler pendant que son cœur cognait contre ses côtes. Son supérieur l'interrogea d'un regard. Elle secoua la tête imperceptiblement. Rien. Ce n'était rien. Mais ni l'un ni l'autre n'y croyaient. Au 3e étage du bâtiment du commandement, pendant ce temps, le capitaine Reyes tapait son rapport avec la satisfaction d'un homme convaincu d'avoir eu raison. Pieds sur le bureau, cravate desserrée, il se racontait déjà l'histoire d'un officier qui avait maintenu la discipline face à l'adversité. Les mots coulaient vite sous ses doigts. Perturbation de l'ordre, comportement indiscipliné, correction physique jugée nécessaire au maintien de l'autorité. Il enregistra le document, se carra dans son siège, sourit au plafond. 200 témoins. Une documentation horodatée. Son grade, sa base, ses règles. Son téléphone sonna. Bureau du colonel. Capitaine Reyes, rendez-vous immédiatement chez le colonel Stokes. La ligne fut coupée avant qu'il ait pu demander pourquoi. La traversée du quadrilatère prit moins de 5 minutes, mais Reyes les vécut comme une marche dans un rêve qui se fissure. Les soldats qui croisaient son chemin s'écartaient, saluaient, mais leurs visages restaient fermés, illisibles. Aucune de ces petites complicités dont il avait l'habitude, ce sourire du subordonné qui sait qu'il faut ménager son supérieur. Juste des yeux baissés et des pas pressés. À l'entrée du bâtiment du commandement, quelque chose changea immédiatement dans l'atmosphère. Des agents fédéraux occupèrent le couloir, costumes sombres, lunettes de soleil à l'intérieur, mains reposant trop près des holsters. Pas des vigiles de base, des gens d'une autre catégorie. Jake tenta Reyes en s'approchant de l'un d'eux. L'agent ne daigna même pas le regarder. « Circulez, capitaine. » La bouche de Reyes s'assécha. Le bureau du colonel était ouvert. Derrière son bureau, le colonel Raymond Stokes avait le teint d'un homme qu'on vient d'informer d'un diagnostic fatal. Sa mâchoire était crispée à en faire ressortir les muscles comme des câbles. En face de lui se tenaient 3 hommes en tenue de cérémonie, les épaules chargées d'étoiles qui captaient la lumière froide des néons. 3 généraux. L'estomac de Reyes dégringola. « Capitaine Reyes, entrez et fermez la porte », dit Stokes d'une voix dépouillée de toute autorité. Reyes obéit. Se mit au garde à vous, les jambes fonctionnaient encore sur le pilote automatique, même si la panique hurlait dans sa tête. L'un des généraux s'avança. Grands, cheveux argentés, 3 étoiles sur les épaules, visage taillé dans la roche de 30 ans, de décisions qui avaient envoyé des hommes mourir. Sa voix était glaciale. « Capitaine Reyes, savez-vous qui vous avez frappé dans ce réfectoire aujourd'hui ?» La gorge de Reyes se serra. « Mon général, elle ne s'est pas identifiée, elle n'était pas en tenue réglementaire. Elle a refusé... » Répondez à la question, capitaine. « Non, mon général, je ne sais pas qui elle est. » L'expression du général ne vacilla pas d'1 millimètre. Son nom est Diana Marsh, elle porte le grade de général de division, 2 étoiles. Elle est inspecteur général adjoint du département de la Défense, envoyée sur cette base par ordre direct du secrétaire à l'armée pour conduire une inspection surprise de votre structure de commandement. Le monde bascula. Reyes sentit le sol se dérober, ouvrit la bouche, la referma, chercha des mots qui n'existaient pas. « Vous avez frappé un officier général de 2 étoiles devant 200 témoins. » reprit le général, chaque phrase tombant comme un coup de marteau. « C'est un crime fédéral, au sens du code uniforme de justice militaire. C'est également une agression au regard du droit pénal civil. Vous êtes donc sous enquête à partir de cet instant. Vous allez remettre votre arme de service, vos accréditations et votre accès à cette base. Avez-vous compris ?» Reyes essaya de parler. Sa gorge n'obéissait plus. Le mot tournait dans sa tête, assourdissant. « Général, elle était générale. »« Capitaine Reyes, avez-vous compris ?»« Oui, mon général. » 2 agents matérialisèrent à ses côtés comme des ombres. L'un d'eux tendit la main. Reyes dégaina son arme de service avec des doigts engourdis, la remit. Puis sa carte d'identité militaire, son badge d'accès, son téléphone de fonction. Tout ce qui faisait de lui quelqu'un épluché en 30 secondes. On l'escorta dans le couloir. Les soldats regardaient, bouches ouvertes. Il croisa le sergent-major Mendez, adossé au mur, bras croisés, visage de pierre, puis la soldate Simmons, dans l'embrasure de la porte de l'administration, avec quelque chose dans les yeux qui pouvait être de la pitié ou du soulagement.
Difficile à dire. Reyes marcha comme un mort, parce que c'est ce qu'il était désormais, professionnellement, juridiquement, socialement. Il portait encore l'uniforme, mais il aurait tout aussi bien pu s'agir d'une combinaison de prisonniers. La formalisation n'était qu'une question de délai. La cellule de détention provisoire au sous-sol de la prévôté était exactement ce qu'on imagine. Murs de béton gris, couchettes en métal boulonnées au sol, toilettes sans abattant dans un coin. La porte se referma avec un son définitif. Reyes s'assit sur la couchette et fixa ses mains. Il avait frappé un général à 2 étoiles, l'inspecteur général adjoint de l'ensemble du département de la Défense, et elle l'avait laissé faire. Elle s'était tenue là, calme comme une surface d'eau, et l'avait laissé se détruire lui-même. À 18h, Fort Caldwell était en état de confinement total. Grilles fermées, hélicoptères noirs sans marquage tournant au-dessus de la base, véhicules gouvernementaux envahissant les allées. Des enquêteurs en civil fouillaient chaque bâtiment, chaque bureau, chaque serveur. Ce n'était plus seulement l'affaire Reyes, c'était un audit général. Et il venait de commencer. Les enquêteurs fédéraux occupèrent un bâtiment entier, le transformant en centre de commandement avec des tableaux blancs couverts de noms et de dates. En 48 heures, ils avaient droit déjà 14 plaintes formelles déposées contre le capitaine Reyes sur 18 mois, harcèlement, intimidation, abus d'autorité, menaces. Chacune avait été classée ou minimisée par sa hiérarchie. Le spécialiste Darnell Carter fut convoqué dans une salle froide en face d'une enquêtrice sévère d'une 50aine d'années, des lunettes de lecture sur une chaîne et d'un jeune agent qui tapait tout sur son ordinateur sans regarder le clavier. « Parlez-nous de vos interactions avec le capitaine Reyes. » Carter se racla la gorge. « Je ne veux pas créer d'ennui. »« Vous n'en créez pas. Nous cherchons à établir un schéma comportemental. Dites-nous simplement ce qui s'est passé. » Il prit une inspiration. 3 mois plus tôt, ses bottes n'étaient pas assez cirées au standard. Une infraction mineure. Reyes l'avait vu dans le garage et avait complètement perdu le contrôle, hurlant devant tout son peloton, le qualifiant de honte pour l'armée, lui faisant faire des pompes dans la boue jusqu'à ce qu'il vomisse. « Avez-vous déposé une plainte ? » J'y ai pensé. Mais le dernier qu'il a fait contre Reyes s'est retrouvé affecté à chaque corvée de la base pendant 2 mois. Les latrines, les poubelles, les gardes de nuit par froid glacial. Le message était clair. Quel était ce soldat ? Le lieutenant Brian Holt. Il a demandé sa mutation dès qu'il a pu. Il est parti pour Fort Dawson, dans le Mississippi. Il voulait juste fuir cet endroit. Les 2 agents échangèrent un regard. Ils allèrent devoir contacter Holt. Dans une autre salle, 2 autres enquêteurs reconstituaient le rôle du colonel Stokes. 6 plaintes formelles contre Reyes en 18 mois. Chacune examinée, chacune classée par Stokes lui-même. Certaines avaient des témoins, des preuves détaillées, tout ce qu'il fallait pour ouvrir des poursuites. Il les avait toutes requalifiées en simple conflit de personnalité. Quand on l'amena à l'interrogatoire, Stokes s'effondra comme du papier mouillé. « Je pensais que les choses se tasseraient, » dit-il, les mains croisées sur la table comme en prière. « Je voulais gérer ça discrètement, éviter un scandale. On améliorait nos indicateurs de disponibilité opérationnelle. Un esclandre aurait tout ruiné. » L'enquêtrice en chef, Sarah Pruitt, 15 ans de métier, le regarda avec quelque chose de proche du mépris. « Donc vous avez sacrifié vos soldats pour protéger votre carrière. Je ne formulerai pas les choses ainsi. » « Comment les formuleriez-vous, colonel ?» Stokes n'avait pas de réponse. Pruitt fit glisser un dossier sur la table. « Voici la plainte du lieutenant Holt, déposée il y a 7 mois. Il signalait que le capitaine Reyes l'avait menacé de ruiner sa carrière s'il ne retirait pas un rapport de violation des règles de sécurité. Vous avez vous-même interrogé Holt, vous avez examiné les preuves, 3 témoins corroboraient ses déclarations, et vous avez classé l'affaire comme un simple écart de style de commandement avant de lui attribuer les pires affectations de la base. » Elle se pencha en avant. « Ce n'est pas du management, c'est de la complicité. » Stokes sortit de la salle sous escorte, le regard vide d'un homme qui vient de voir la totalité de ce qu'il avait construit s'écrouler en 1 heure. Dans la salle de conférence sécurisée de l'autre côté de la base, le général de division Diana Marsh présidait une réunion d'avocats, d'enquêteurs et d'un sténographe. Les images de surveillance du réfectoire passaient et repassaient sur l'écran mural. La claque. Le mouvement de recul des 200 soldats présents. Son propre visage,
parfaitement immobile. Une avocate en tailleur marine se pencha vers elle. Nous avons largement de quoi l'inculper. Agression sur supérieur, comportement indigne d'un officier, obstruction à la justice. La question est de savoir jusqu'où remonte la hiérarchie. Marsh ne répondit pas immédiatement. Elle regardait l'écran. Lancez l'audit complet. Je veux chaque plainte déposée depuis 3 ans, chaque mesure disciplinaire, chaque mutation suspecte, chaque signalement de harcèlement ou d'abus d'autorité. Recoupez tout avec les décisions de commandement. Je veux savoir qui savait quoi et quand. Vous pensez que ça dépasse Reyes ? J'en suis certaine, les hommes comme lui ne fonctionnent pas dans le vide. Ils testent les limites, escaladent quand personne ne les arrête. Quelqu'un les y a autorisés. Probablement plusieurs personnes. Je veux leur nom. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre. Le soleil se couchait sur Fort Caldwell, peignant le ciel en orange et en violet. Quelque part là-dehors, des soldats chuchotaient, essayant de comprendre ce qui venait de se passer, se demandant si ce changement était réel ou juste un nouveau cycle de promesses vides. Marsh ne se sentait pas victorieuse, elle se sentait déterminée. L'avocate ferma son carnet. Pour le compte-rendu, c'est la chose la plus calculée que j'ai jamais entendue. Marsh esquissa un sourire. 23 ans de service. On apprend à jouer sur le long terme. Le général de brigade Catherine Mills débarqua à Fort Caldwell le lendemain matin, avec la réputation intacte d'avoir déjà remis de l'ordre dans 2 bases problématiques. Elle n'avait pas de discours préparé. Elle convoqua une formation générale, 3000 soldats au garde à vous dans le froid d'octobre, et parla sans note, sans fioriture. « Je sais que vous avez entendu des rumeurs, dit-elle, sa voix portant jusqu'au dernier rang. Je suis ici pour vous dire la vérité. Le capitaine Dominique Reyes fait face à des accusations d'agression sur un supérieur et d'abus d'autorité répétés. Le colonel Raymond Stokes a été relevé de son commandement et sera traduit devant un tribunal militaire pour avoir couvert ces abus. L'enquête se poursuit et si nous trouvons d'autres responsables, ils seront eux aussi tenus de rendre compte, sans exception, sans arrangement discret, sans retraite négociée en coulisses. 3000 personnes bétillent en silence. Le genre de silence qui signifie que quelque chose a changé. Je sais aussi que certains d'entre vous ont peur. Peur de témoigner, peur des représailles, peur que rien ne change vraiment. Cette peur est légitime, elle reflète ce qui s'est passé ici. Mais elle s'arrête maintenant. Si vous avez des informations sur des abus, du harcèlement ou des fautes graves, il existe des circuits sécurisés pour les signaler. Et si quelqu'un tente de vous intimider pour avoir parlé, cette personne sera poursuivie. Mills quitta l'estrade. Rompez. La formation se dispersa lentement en petits groupes qui parlaient à voix basse, les uns avec un espoir prudent, les autres encore sceptiques, attendant de voir si les actes suivraient les mots. Ils suivirent. Les signalements commencèrent à arriver, pas en torrent, mais en filets réguliers, chaque témoignage ouvrant la porte au suivant. Des soldats Gomola qui s'étaient tus pendant des mois, des années parfois, trouvaient enfin le courage de se manifester. Chaque plainte était instruite, chacune sans exception. 3 officiers supplémentaires furent écartés de leurs fonctions. 2 sous-officiers supérieurs furent traduits en conseil de guerre. Un commandant, qui avait systématiquement ignoré les plaintes de ses subordonnés, fut rétrogradé et muté. Un matin, Mendez retrouva Marsh près de la clôture du périmètre. Elle partait dans la journée. Il lui apporta 2 tasses de café. « Comment tient la base ?» demanda-t-elle. Secouée, en colère par endroits, soulagée ailleurs. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Les gens se posent des questions, se surveillent mutuellement, s'inquiètent pour leurs collègues qu'ils ignoraient avant. C'est un début. Mendez marqua une pause. « Puis-je vous poser une question ? Allez-y. Pourquoi n'avoir pas dit un mot quand il vous a frappé ? Vous auriez pu l'arrêter net en 5 secondes. » Marsh contempla son café un instant. « Si j'avais sorti mon grade immédiatement, tout se serait résumé à une question d'ego, protéger mon statut. Reyes aurait été sanctionné pour avoir manqué de déférence envers un supérieur. Il aurait appris à être plus prudent, pas à être meilleur. Le système l'aurait protégé parce que je suis général et que les généraux sont protégés. Mais en le laissant aller jusqu'au bout, il a montré à tous ce qu'il était réellement. » Mendez hocha lentement la tête. « C'est froid. C'est de la justice, » corrigea-t-elle. « La vraie, pas celle qui protège les puissants et punit les victimes pour avoir osé parler. » Elle tendit la main.
Il la serra, poigne ferme et respectueuse. « Bonne chance, sergent-major. Le général Mills fera du bon travail ici. Soutenez-la. Et ne laissez pas la vieille culture revenir par la petite porte. Promis, mon général. » L'hélicoptère l'attendait sur le tarmac. Quand il décolla, Fort Caldwell s'étendit en dessous d'elle comme une maquette. Bâtiments, routes, terrains d'entraînement, des milliers de vies entremêlées de façon compliquée et humaine. Ça paraissait gérable, vu d'en haut. Mais elle savait mieux que quiconque ce que cachaient ces toits plats et ces allées rectilignes. Elle ouvrit le dossier suivant avant même que l'hélicoptère ait atteint son altitude de croisière. 6 semaines après Fort Caldwell, l'enquête s'était étendue à une douzaine d'installations. Le bureau de l'inspecteur général ressemblait à une salle de guerre, tableau blanc couvert de noms, boîtes de preuves empilées jusqu'au plafond, enquêteurs travaillant par roulement de 12 heures. La capitaine Rebecca Garner, l'assistante de Marsh, vive, inflexible, dotée d'une mémoire encyclopédique, gérait le flot de dossiers entrants avec une efficacité qui en impressionnait plus d'un. Les intimidations avaient commencé 2 semaines plus tôt. Des SMS depuis des numéros intraçables, des voix déformées par des logiciels. Marsh les documentait tous et passait à autre chose. Puis un soir, en rentrant chez elle dans le quartier calme d'Alexandria, elle sut immédiatement que quelqu'un était entré. L'air sentait différemment. La table basse avait été déplacée d'1 centimètre. Un cadre légèrement de travers, son courrier reclassé dans un ordre qu'elle n'avait pas laissé. Elle inspecta chaque pièce avec précaution. Personne, rien de manquant. Mais le message était limpide. Nous pouvons accéder à vous quand nous voulons. La nuit suivante, une alerte d'actualité fit vibrer le téléphone de Garner pendant qu'elle dînait d'un sandwich au bureau. Lanceur d'alerte militaire retrouvé mort. Mort suspecte. Marsh attrapa le téléphone. Le lieutenant Brian Holt, ancien de Fort Caldwell, muté à Fort Dawson dans le Mississippi. L'homme que Carter avait mentionné lors de son interrogatoire, celui qui avait fui après avoir déposé une plainte contre Reyes. Il devait témoigner dans moins d'1 semaine, retrouvé sans vie dans sa chambre de caserne. Circonstances non élucidées selon le rapport préliminaire. Préparer un vol pour Fort Dawson, dit Marsh. Ce soir ? Ce soir. Elles atterrirent après minuit. Le capitaine Nate Winslow, de la brigade d'enquête criminelle, les attendait sur le tarmac, l'air épuisé et méfiant. Il les conduisit au baraquement, couloir aux lumières blafardes, ruban de signalisation jaune, 2 policiers militaires qui se redressèrent en voyant les étoiles de Marsh. La chambre était petite, fonctionnelle. Taches de sang sur le mur derrière le lit, une douille sur le sol, l'arme de service de Holt sur la table de nuit. Marsh fit le tour lentement, observant chaque détail, l'angle des projections, la position de la douille, le fait que Holt avait encore ses bottes lacées et sa veste boutonnée. « Le relevé de poudre était sur sa main droite ?» demanda-t-elle. « Oui, » dit Winslow, compatible avec une blessure auto-infligée. Holt était gaucher. Le silence qui suivit fut absolu. « J'ai vérifié son dossier avant de venir, » continua Marsh. « Toutes ses yards, ses qualifications de tir, tous ses résultats aux épreuves, tout en main gauche. Il n'aurait pas utilisé sa main droite pour ça. Et l'angle des projections ne correspond pas à quelqu'un assis sur le bord du lit. Il était debout ou forcé à genoux. Cette scène a été mise en scène, imparfaitement. Vous êtes en train de dire que c'est un homicide. Je dis que nous avons besoin d'une enquête réelle, légiste indépendant, interview de tous ceux qui ont vu Holt dans les 72 heures précédentes, accès aux journaux de sécurité du bâtiment. » Winslow sortit son téléphone. Les caméras de surveillance ont signalé une panne de 5 minutes ce soir-là, entre 20 et 1h30 et 20 et 1h35. Coïncidence, ça ? Les techniciens appellent ça une anomalie système. Ça arrive parfois. Pas le soir où un témoin clé meurt dans sa chambre, non. De retour à Washington à l'aube, Marsh fit rouvrir l'enquête sous qualification d'homicide potentiel. 2 jours plus tard, son téléphone sonna. Numéro masqué. Une voix déformée, mécanique. Holt aurait dû se taire, vous aussi. Qui que vous soyez, vous venez de commettre une erreur, répondit Marsh. Vous m'appelez. Ça signifie que vous paniquez. La ligne fut coupée. Garner, qui avait entendu la conversation, posa ses documents. Ils ont tué Holt. Ils ont pénétré chez vous. Ils vous appellent maintenant directement. C'est une escalade, mon général. Je sais. Ça veut dire qu'on est plus près qu'on ne le pense. Il arriva un mardi matin sans rendez-vous, annoncé par l'accueil du Pentagone comme un visiteur urgent
qui refusait de donner son nom. Marsh accepta de le recevoir par curiosité autant que par instinct. L'homme avait la cinquantaine, des vêtements civils, un visage marqué par des années de secrets trop lourds à porter. Il s'appelait David Whitfield, ancien officier de passation de marché à Fort Kinley. Il sortit une clé USB de sa poche et la posa sur le bureau. J'ai travaillé dans la logistique pendant 15 ans. J'ai vu de l'argent circuler de façon aberrante, des fournitures disparaître, des rapports falsifiés. J'ai essayé de signaler. On a sabordé ma carrière, révoqué mon habilitation, détruit ma réputation. Il fixa la clé USB. Ce support contient des noms, des dates, des relevés bancaires, la preuve d'un réseau qui opère sur plusieurs installations depuis des années. Pots de vin, fraude, couverture, tout est documenté. Pourquoi venir me voir maintenant ? Parce que j'ai vu ce que vous avez fait à Fort Caldwell, et parce que le lieutenant Brian Holt était mon neveu, et je sais qu'on l'a tué. Le bureau se figea dans le silence. Si vous m'aidez, je vous donne tout. Chaque nom, chaque crime, chaque connexion. Mais vous devez me promettre une chose. Laquelle ? Que vous n'arrêtez pas. Quoi qu'il en coûte, qui que vous deviez affronter. Marsh regarda la clé USB. Elle en sentit le poids, pas le poids physique, mais celui de ce qu'elle représentait. Je vous le promets. Les fichiers se chargèrent, des tableurs, des courriels scannés, des relevés bancaires, des chaînes de messages cryptés. Et au bout de 3 heures de dépouillement, un nom qui figea le sang de Marsh dans ses veines. Le général de corps d'armée Frank Holloway, chef adjoint du personnel pour le département de l'armée, l'un des hommes les plus puissants des forces armées américaines. Selon ces documents, il coordonnait les couvertures depuis plus d'une décennie, réaffectant les officiers qui posaient des questions, enterrant les plaintes avant qu'elles atteignent les circuits officiels, percevant des rétributions sur des contrats truqués, des millions de dollars pendant 10 ans. « Mon Dieu !» murmura Garner. Marsh fixa l'écran. « Voilà pourquoi ils ont tué Holt, voilà pourquoi ils m'ont menacé. Ce n'est pas pour protéger Reyes ou Stokes, c'est pour protéger ça. » Elle décrocha son téléphone, appela le secrétaire à l'armée. Clifford Walsh la reçut le lendemain matin, flanqué de 2 généraux et d'une juriste du ministère de la Justice. Marsh posa la clé USB sur le bureau entre eux. Ce que contient ce support prouve que le général de corps d'armée Holloway dirige un réseau criminel depuis 12 ans. Fraude, couverture et au moins 3 meurtres déguisés en suicide ou accident. Walsh prit la clé, la retourna dans ses mains. Vous parlez d'arrêter un général 3 étoiles avec des connexions jusqu'à la Maison-Blanche. Je parle d'appliquer la même loi à tout le monde. Si les preuves ne tiennent pas, des carrières seront brisées, la vôtre, la mienne, celle de tous les gens impliqués. Et si nous n'agissons pas, Holloway continuera à tuer des témoins. Walsh posa la clé sur le bureau. Long silence. Vous avez 48 heures pour construire un dossier béton. Après ça, on briefie les chefs d'état-major. S'ils donnent leur accord, on avance. Il ajouta, plus bas, « Soyez prudente, général. Si Holloway est aussi dangereux que vous le croyez, il ne se laissera pas faire sans violence. » Moi non plus. L'équipe travailla sans interruption. Les relevés téléphoniques de Holloway révélèrent 3 appels vers un numéro jetable la veille de la mort de Holt. Ce numéro avait été activé à proximité d'une tour relais à Fort Dawson. La vidéosurveillance d'une station-service aux alentours montra un homme en civil passer un appel de 47 secondes. Sergent-major Kyle Branigan, affecté à Fort Dawson, ancien de la police militaire, formation avancée en armement. Un témoin dans les baraquements l'identifia dans le couloir ce soir-là, aux alentours de 21h30. Les mandats furent signés à 4h45 du matin. Branigan fut arrêté à 6h sans résistance. Il demanda l'immunité et obtint un accord conditionnel. En échange d'une coopération totale, les charges pour homicide volontaire seraient abandonnées. Il raconta tout. Holloway l'avait contacté 6 jours avant la mort de Holt. Les instructions étaient venues étape par étape. Désactivation des caméras, accès à la chambre, mise en scène du suicide, avec des détails si précis qu'ils indiquaient que Holloway avait déjà fait ça. Il m'a dit qu'il avait géré 2 cas similaires en 8 ans, expliqua Branigan. Il ne m'a pas donné de nom, juste dit qu'il savait comment faire disparaître les problèmes. 3 meurtres, 3 personnes éliminées parce qu'elles avaient vu ce qu'elles n'auraient pas dû voir,
ou qu'elle s'apprêtait à parler. Le soir même, Frank Holloway était arrêté à son domicile de Fairfax par des agents du FBI. Il tenait un verre de scotch quand il ouvrit la porte, et son visage passa de la confiance à la confusion, puis à la fureur en l'espace de 3 secondes. Quand les menottes se refermèrent, il redevint simplement un homme qui devrait répondre de ses actes. 48 heures après l'arrestation de Holloway, Marsh fut convoqué dans le bureau du secrétaire Walsh. 2 généraux inconnus se tenaient debout contre le mur. Une femme en costume sombre du ministère de la Justice était assise dans un coin. Walsh la regarda s'asseoir. Le sénateur Gerald Stockton a déposé des plaintes formelles vous accusant d'enquête illégale, violation de droits constitutionnels, abus d'autorité. Le procureur général examine ces plaintes. En attendant, vous êtes placé en congé administratif avec effet immédiat. Vous remettrez vos accréditations et votre accès aux enquêtes en cours. Monsieur le secrétaire, tout ce que nous avons fait était légal. Nous avions des mandats. Nous avions des motifs suffisants. Vous vous en êtes prise à un sénateur de la République sans autorisation préalable de la chaîne de commandement. La chaîne de commandement est ce qui a permis à cette corruption de proliférer pendant 15 ans. Walsh serra les mâchoires. Vous êtes relevé de vos fonctions, général, avec effet immédiat. Un policier militaire s'approcha. Marsh déboucla son étui, remit son arme, puis ses accréditations, son badge, tout ce qui faisait d'elle quelqu'un, épluché une seconde fois en 30 secondes. Dans le couloir, des collègues ne levaient plus les yeux à son passage. À l'extérieur du Pentagone, son téléphone vibra. Message de Garner. Ils saisissent tous les dossiers, ils effacent les serveurs, l'équipe est dispersée. Le commandant Sullivan a des ordres pour le Japon. Le major Reed est envoyé en Alaska. Le sénateur Stockton tenait une conférence de presse ce matin-là. Costume impeccable, voix de patricien outragé. Ces raids constituent une attaque politiquement motivée, orchestrée par un officier militaire indiscipliné animé d'une vendetta personnelle. J'ai 30 ans de service à ce pays. Je ne me laisserai pas intimider par des accusations sans fondement. Les chaînes d'information câblées débattaient à l'heure suivante de savoir si Marsh avait perdu les pédales, si l'enquête était biaisée, si elle était la victime ou l'instigatrice. Stockton avait gagné. Il avait utilisé son réseau, son poids politique, pour éteindre l'incendie avant qu'il le consume. Marsh n'avait plus de poste, plus d'autorité, plus d'équipe. Mais les preuves existaient encore. Les témoins étaient toujours en vie. La vérité était documentée. Elle prit son téléphone et composa un numéro qu'elle gardait pour les urgences absolues. Washington Tribune, Desk Investigation. La journaliste s'appelait Lauren Prescott, 38 ans, 2 nominations au prix Pulitzer pour avoir exposé des corruptions gouvernementales. Elle avait, depuis longtemps, brûlé ses accès auprès des puissants du Pentagone et s'en moquait. Elles se retrouvèrent dans un dîner de Fairfax 40 minutes plus tard. Marsh fit glisser une clé USB sur la table. Des relevés financiers qui relient le sénateur Stockton à des sociétés fictives, des journaux téléphoniques montrant sa coordination avec Holloway, des témoignages sur 3 meurtres déguisés en suicides. Tout ce que le ministère de la Justice est en train de prétendre ignorer. Comment je sais que c'est fiable ? Parce que vous allez vérifier chaque document avant de publier. Recouper les données, contacter les témoins, consulter les archives publiques. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, je vous demande de faire votre métier. Prescott brancha la clé sur son ordinateur. Pourquoi moi ? Parce que vous n'avez plus rien à perdre du côté de ceux qui ont quelque chose à cacher. Elles y travaillèrent 3 heures dans ce dîner, café après café. Quand Prescott sortit enfin, elle ne paya pas son café. Elle avait l'air d'une femme qui vient de comprendre l'ampleur de ce qu'elle allait faire. 72 heures plus tard, à 8 heures du matin, l'article était en ligne. Washington Tribune, première page numérique, sénateur Stockton lié à un réseau de corruption militaire. Meurtre, fraude, dissimulation sur 10 ans. En 30 minutes, l'article avait été partagé des centaines de milliers de fois. Les chaînes d'information l'avaient repris. D'autres rédactions commençaient à confirmer des éléments en croisant leurs propres sources. Le Sénat annonçait une enquête d'urgence. Le procureur général promettait un examen complet des preuves publiées. Stockton fit face aux caméras avec moins d'assurance qu'à sa conférence de presse précédente. Il avait les mains qui tremblaient au pupitre quand il répétait le mot innocenté. Les gens remarquèrent. Le soir même,
Marsh reçut un appel du secrétaire Walsh. « Présentez-vous à mon bureau demain matin à 8 heures. Nous devons reparler de votre statut. » La réhabilitation de Marsh fut prononcée en présence du président du comité des chefs d'état-major, du chef d'état-major de l'armée et de 3 agents du FBI. Walsh la regarda s'asseoir. « Après examen des preuves publiées et vérification interne, nous avons conclu que vos actions, bien qu'irrégulières dans leur méthode, étaient à justifier au vu des circonstances. La mise en congé administratif est levée. Vous êtes réintégré dans vos fonctions avec effet immédiat. » L'agent du FBI ajouta « Nous rouvrons le dossier Stockton sous qualification RICO. Racket, complot et homicide commandité. Nous voulons votre coopération totale. Vous aurez tout. » Les procès s'enchaînèrent sur les mois suivants avec la précision implacable d'un mécanisme d'horlogerie qui s'emballe enfin. Reyes d'abord. Le ministère public avait construit un dossier si limpide que la défense ne put que retarder l'inévitable. Le jury délibéra 2 heures. Coupable sur tous les chefs. 8 ans de prison fédérale, renvoi déshonorable, perte de tous les avantages acquis. Au moment où le juge lut la sentence, Reyes resta sans expression, comme un homme qui vient de comprendre quelque chose qu'il aurait dû savoir depuis longtemps. Marsh assista à la condamnation depuis le fond de la salle. Elle ne se sentait pas victorieuse, juste fatiguée et résolue. Stokes tenta de plaider une forme de réduction de peine en échange d'informations sur Holloway. Le parquet avait déjà tout ce qu'il lui fallait. Il écopa de 12 ans, renvoi déshonorable, toutes ces distinctions rayées de son dossier. Holloway fut condamné à 20 ans, la réduction due à sa coopération, ne pouvant pas effacer le sang sur ses mains selon les termes explicites du juge. Il serait âgé de 83 ans à sa libération. Le procès Stockton fut le plus long, le plus couvert médiatiquement et le plus dévastateur. Marsh témoigna le 4e jour. Tenue de cérémonie, 3 étoiles au col depuis sa récente promotion, elle prêta serment d'une main ferme. Le procureur fédéral Robert Tanner la guida méthodiquement à travers la chronologie. Fort Caldwell, la découverte du réseau de Holloway, les menaces, la mort de Holt, Whitfield et la clé USB. L'avocat de la défense de Stockton tenta une contre-attaque. « Général Marsh, vous n'avez pas révélé votre grade quand le capitaine Reyes vous a confronté. Vous avez délibérément laissé la situation se dégrader. » C'est exact. C'est une manipulation, une mise en scène. C'est de la stratégie. Si j'avais cité mon grade, on aurait sanctionné Reyes pour un manque de déférence envers un supérieur. Il aurait appris à être plus prudent, pas à être meilleur. Ce que j'ai fait, c'est lui laisser la corde pour se pendre. Il l'a saisie devant 200 témoins. Et le sénateur Stockton, dans cette stratégie, quel rôle lui avez-vous assigné ? Aucun. Le sénateur Stockton a joué son rôle lui-même. Nous l'avons simplement suivi jusqu'à sa conclusion logique. Le jury délibéra 6 jours. 19 chefs d'accusation, 19 verdicts de culpabilité. Stockton se leva pour entendre sa sentence. La juge, qui siégeait depuis 30 ans et à qui les pressions politiques glissaient dessus comme l'eau sur le granit, s'adressa à lui directement. « Vous occupiez une position de confiance exceptionnelle. Des soldats comptèrent sur vous pour défendre leurs intérêts. Des contribuables vous ont confié leur argent. Des citoyens vous ont accordé leur confiance. Vous avez trahi chacune de ces confiances en commanditant des meurtres, en enrichissant des complices, en détruisant des vies. Je vous condamne à la réclusion à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle, ainsi qu'au versement de 17 millions de dollars en dommages et intérêts aux victimes et au trésor américain. » Le coup de marteau du juge résonna dans la salle. Devant le palais de justice, les familles de victimes se tenaient en petits groupes. Certains pleuraient, d'autres s'étreignaient. David Whitfield s'approcha de Marsh. « Merci, dit-il, la voix rauque, d'avoir fait en sorte que la mort de Brian serve à quelque chose. Je suis désolé de n'avoir pas pu le sauver. Vous avez sauvé tous ceux qui viennent après lui. C'est ce qu'il aurait voulu. 3 ans après Fort Caldwell, la loi sur la responsabilité des forces armées fut adoptée avec une majorité bipartisane. Elle élargissait l'autorité de l'inspecteur général, imposait un contrôle externe pour les cas sensibles et créait des circuits protégés pour les lanceurs d'alerte.
Le président l'assigna dans le jardin de la Rose Blanche, tandis que, dans les rangées derrière lui, une dizaine de soldats qui avaient eu le courage de témoigner se tenaient au garde à vous. La cérémonie donna lieu à des discours. Marsh les écouta poliment, serra des mains, fit de la conversation. Le moment qui compta vraiment arriva plus tard, dans un couloir silencieux, loin des caméras, quand la capitaine Nicole Vasquez s'approcha d'elle. « Mon général, je viens de recevoir mes ordres. Je prends le commandement d'une compagnie à Fort Ridgeway. Première fois dans l'histoire de mon unité qu'un lanceur d'alerte reçoit un commandement. » Marsh lui serra la main. « Vous l'avez mérité, capitaine. Je n'aurais pas cette chance sans vous, sans le système que vous avez contribué à bâtir. Nous ne l'avons pas bâti seul, et il n'est pas terminé. » Vasquez sourit, puis surprit Marsh en l'étreignant brièvement avant de rejoindre la réception. 5 ans après Fort Caldwell, Marsh prit sa retraite, 4 étoiles, 34 ans de service. La cérémonie se tint au Pentagone, devant des centaines de soldats dont les vies avaient été modifiées par les réformes qu'elle avait défendues. Mendez était là, devenu sergent-major de commandement. Carter, maintenant sergent. Garner, promue commandante et à la tête du programme de formation de l'inspectorat. Quand vint son tour de prendre la parole, Marsh fut brève. « Il y a 34 ans, j'ai rejoint l'armée parce que je croyais qu'elle représentait quelque chose. L'honneur, le courage, le devoir. Pendant trop longtemps, nous avons laissé ces valeurs devenir des slogans plutôt que des normes. Fort Caldwell a été un tournant, non pas parce que j'y ai fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que suffisamment de gens ont décidé que le silence n'était plus acceptable. » Elle prit une pause, regardant les visages devant elle. « Ce système n'est pas parfait, il ne le sera jamais, mais il est meilleur qu'avant. Et chaque jour, des soldats le rendent un peu meilleur, encore en choisissant la responsabilité plutôt que la commodité. C'est ça, l'héritage. Pas ce que j'ai fait, ce que vous continuez de faire. Ce soir-là, une lettre arriva, expédiée depuis l'établissement fédéral de correction de Harlow. Écriture manuscrite, enveloppe froissée. Général Marsh, je vous écris depuis ma cellule, où j'exécute une peine de 8 ans pour agression et abus d'autorité. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce matin au réfectoire, à ce que j'ai fait, à ce que j'étais. J'avais tort. Pas seulement parce que je vous ai frappé. C'était inexcusable, mais sur tout le reste. Je traitais les soldats comme des subalternes interchangeables. J'utilisais mon grade pour intimider des gens qui ne pouvaient pas résister. Je croyais que la hiérarchie me protégerait des conséquences. Vous m'avez prouvé le contraire. Je ne vous demande pas de pardonner. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que vous sachiez que ce que vous avez fait a compté. Ça m'a changé. Peut-être que ça vaut quelque chose. » Dominique Reyes Marsh lut la lettre 2 fois, puis la classa dans un dossier avec les autres correspondances du dossier. Elle ne répondit pas. L'excuse ne réparait pas les dommages. Mais c'était quelque chose, une reconnaissance, un début de lucidité que la prison avait forcé en lui comme un coin dans une porte fermée depuis des années. Peut-être que ça valait quelque chose, en effet. Le lendemain matin, assise à son bureau de consultante, elle avait rejoint un cabinet privé spécialisé dans les systèmes de responsabilité institutionnelle. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Mon général, je m'appelle Sarah Beaumont. Je suis fonctionnaire fédéral. J'ai été témoin d'une fraude dans mon administration. J'ai eu trop peur pour en parler, mais après avoir lu tout ce qui s'est passé, je pense que peut-être je peux. Pourrait-on se parler ?» Marsh fixa l'écran un moment. Dehors, Washington continuait son ballet habituel. Des décisions se prenaient dans des bureaux climatisés. Des pouvoirs se consolidaient. Des gens pensaient être au-dessus des règles. C'était la nature permanente des choses. Mais des gens comme Sarah Beaumont envoyaient désormais des messages. Des gens comme Vasquez prenaient des commandements. Des gens comme Carter devenaient sergents et transmettaient à leurs soldats ce que signifiait vraiment porter un uniforme. Le système n'était pas guéri. Il ne le serait jamais complètement. Mais il était meilleur, et chaque jour un peu plus, parce que suffisamment de gens avaient décidé que le silence n'était pas la seule option. Marsh répondit « Oui, appelez-moi demain. Nous réglerons ça ensemble. » Elle posa son téléphone, ouvrit le dossier suivant, une fraude présumée à Fort Kinley avec des connexions potentielles dans 6 États, et se mit au travail. Quelque part dans une prison fédérale de Virginie, le sénateur Stockton vieillissait dans sa cellule. Holloway aussi. Reyes purgeait sa peine et apprenait, paraît-il lentement, ce que signifie vivre sans le bouclier du grade.
Et quelque part, au Nevada, sur une base militaire qui avait failli mourir de ses propres contradictions, des soldats dînaient dans un réfectoire, où une gifle avait un jour résonné comme un coup de feu. Là où la peur avait régné, il y avait maintenant quelque chose de plus fragile et de plus durable, la conviction que les règles s'appliquaient à tout le monde, que le pouvoir sans compte à rendre était une anomalie, pas une norme, que parler pouvait changer les choses. Une gifle avait déclenché tout ça, pas parce que la victime s'était effondrée, parce qu'elle n'avait pas bronché.